Tiens. C'est drôle que le prince n'arrive pas. Il n'avait pas des visites à faire? Dimanche, oui, peut-être. La famille. Bon tiens, donne-moi une cigarette, Valentine. Dans 5 minutes, je m'habille. La représentation est dans 2 heures. Faut que j'aille dîner avant de monter sur scène. Bonsoir. Tiens, Geoffroy. Vous voilà. Comment allez-vous, chérie? Je commençais à être inquiète. D'où sortez-vous? De chez ma tante de Luce. Tu sais que j'ai eu toutes les peines du monde à traverser l'avenue, d'ailleurs. Hein. Il y a un monde fou. Ce n'est pas possible. Ils ont attendu. Et comment? Ils crient Clara Stuart sur l'air des lampions. Ça va être gai pour sortir. Oui, j'ai pensé à vous. Enfin bon, c'est touchant, c'est... Oui, justement, oui, très touchant. Terriblement touchant. Ils ont la manie de vous toucher. S'ils ne faisaient que vous regarder, mais non. Il faut qu'ils vous fassent mal, il faut qu'ils vous touchent et j'oubliais, quoi? Un télégramme de Drondel. Il demande si dimanche prochain vous voulez chanter à l'hôpital de sa mère. Oh, c'est un hôpital d'enfants, hein, une œuvre très intéressante. Bon, c'est terrible de galoper à Londres un dimanche au lieu de rester à la campagne. Je téléphonais à Charles, dire que vous regrettez et que... Non. Dites que c'est entendu. Oh, vous savez, il comprendrait très bien que... Non, mais je ne le fais pas pour moi. Enfin, je le fais pour moi et pour ces pauvres enfants, bien entendu. Eh bien, c'est joliment chic. Charlie sera enchanté. Oh, d'ailleurs, il n'y aura pas que les enfants. Hein. Vous aurez exactement tout le monde. Bien. Et je demanderai à Noël de faire passer une note dans les journaux français pour dire que, dès mon arrivée à Londres, je chanterai dans ce machin d'enfant, malgré ma fatigue. Bien. Allons-nous dîner? Oui, sortons. À tout à l'heure, Valentine. À tout à l'heure. Tiens. Qu'est-ce qu'on entend? On dirait qu'on se dispute. Ou qu'on répète. Quelqu'un monte l'escalier. Mais qui est-ce qui monte l'escalier comme ça? Oh, par exemple, c'est le prince. Le prince a oublié quelque chose? Valentine, du calme. Le calme le plus absolu. Clara vient d'être victime d'une tentative d'assassinat. Mon Dieu! Elle est tuée? Non, blessée. À la figure? Non, là, à l'épaule. C'est grave? Je ne sais pas. Bon, elle souffre terriblement. Appelez vite le docteur Mansell. Mais comment est-ce arrivé? Nous étions à peine sortis de la voiture qu'un individu lui a tiré un coup de revolver. À bout portant. Tirer sur cette femme-là? Mais c'est un criminel! Oh, plutôt un fou. Mais il l'a payé cher. La foule s'est jetée sur lui et... Allô? Bon, je redescends. Surtout restez ici. Allô? Oui, c'est vous, mon cher professeur. Oui, un malheur. On vient de tirer un coup de revolver sur Clara. Un inconnu. Oh, oui. Oui, une balle dans l'épaule. Elle souffre beaucoup. Oui. Ah, justement. Les voilà. À tout à l'heure, professeur. Oh, mademoiselle. Bon, Valentine, je vous en prie. N'aie pas peur, Valentine. Tout va très bien. Alors, il s'agit de vous mettre sur le divan, chérie. Voilà. Merci.
Merci pour votre aide, mes amis. Vous pouvez vous retirer. Merci beaucoup. À cette date, j'ai pu quitter la clinique du professeur Mansell, guéri de ma blessure. Mais en raison d'un état de dépression aiguë, j'ai dû passer 3 semaines à Saint-Maurice et 15 jours à Cannes. Je m'abstiens de parler du grave préjudice matériel qui m'a été causé. Mon directeur artistique, Monsieur Malpia, pourrait indiquer les dommages éprouvés par moi. Les dépenses, quoique fort élevées, sont peu de choses à côté des pertes résultant de mon incapacité de travail. À la suite de l'attentat, j'ai dû renoncer à tourner en Angleterre un film intitulé... L'amour est pour demain. Ah oui, l'amour est pour demain. Et c'est une actrice étrangère qui m'a remplacée. De même, j'ai dû refuser une importante proposition pour 2 films à Hollywood. Sur interprétation du juge, jusqu'à l'attentat, le nom et la personne de Philippe Lutcher m'étaient complètement inconnus. Sur seconde interprétation, j'ai sans doute des envieux comme tout le monde, mais je ne me connais pas un seul véritable ennemi. Me considérant comme une heureuse de ce monde, j'ai toujours essayé de traiter avec bienveillance ceux qui sont moins favorisés par le sort que moi-même. Lecture faite, le témoin a persisté et signé. Telle est, madame, votre déposition. Désirez-vous y apporter une rectification quelconque? Non, monsieur le juge, non. C'est tout à fait bien. C'est ce que j'ai dit. Enfin, c'est la vérité. Et maintenant, madame, je vous en avais averti dès l'autre jour, il vous reste à subir une épreuve encore. Celle de la confrontation. Oui, monsieur le juge. Je souhaite qu'il ne vous soit pas trop pénible de vous trouver face à face avec Philippe Lutcher. Puisqu'il le faut. Oui, dans l'intérêt de la justice, je suis obligée de vous mettre en présence de l'homme qui a tiré sur vous le 27 novembre 1930. Je n'ai pas eu peur de lui ce jour-là. Je n'en aurais pas aujourd'hui, hein. Oh, dans ce cabinet, vous n'auriez aucune raison de craindre le prévenu. Et par ailleurs, je n'ai pas besoin de vous recommander le calme en tout état de cause. Oh, mon Dieu, mais cet individu ne peut être qu'un fou, ou une ignoble brute, je ne sais pas. Ah, si vous me connaissiez mieux, monsieur le juge. Non, je ne lui ferai pas l'honneur de me mettre en colère. Toc, toc, toc. Oui, entrez. Bonjour, monsieur le juge. Je suis là quand il vous plaira de... Bien, bonjour, maître. Qu'on introduise le prévenu. Oui, monsieur le juge. Voulez-vous me faire l'honneur de me présenter? Madame, permettez-moi de vous présenter Monsieur Balban. Quoique chargé d'intérêts bien différents des vôtres, princesse, je tiens à vous exprimer mon immense admiration et ma sympathie la plus respectueuse. J'en suis très touchée, maître. Voici le prévenu, monsieur le juge. Bien. Je vais d'abord vous donner lecture des dépositions de la princesse de Chopé. Au théâtre, pardon, Madame Clara Stuart. Alors, monsieur le juge, on vous demande au téléphone. Oh, qui cela? Monsieur le procureur de la République. Ah, bien. Eh bien, 1 minute, je vous prie. Oui, oui. Vous pouvez me regarder comme ça, oui. C'est à vous.
moi, madame, Non, c'est à lui. Oui, vous, Philippe Lutcher. Pourquoi avez-vous fait cela? Madame, je pense que... Je ne suis pas curieuse, mais pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi une chose pareille? Ne croyez-vous pas, princesse, qu'il vaut mieux laisser à monsieur le juge d'instruction le soin de... Vous vouliez me tuer, paraît-il? Ce n'est rien du tout d'être tué. Malheureusement, vous n'êtes pas très adroit. Vous seriez content si vous aviez défiguré pour la vie ce visage, si vous aviez fait de moi une malheureuse. Hein, dites? Bien, l'audience est reprise. Messieurs les jurés, les réponses et les explications de l'accusé ayant été à plusieurs reprises interrompues, je crois utile, avant de poursuivre, de les résumer en quelques mots. Philippe Sébastien Lutcher a 30 ans à peine. Il est né à Bourges, famille honorable et aisée. Ses parents sont morts. Son père, qui mena une vie aventureuse de voyageur, était un esprit distingué. Lutcher a reçu une excellente instruction. Admis à l'école centrale, il renonce à ses études d'ingénieur. Il se tourne vers le droit. Il passe sa licence, compose même la première partie d'une thèse de doctorat. Puis il lâche le droit à son tour pour faire au Tibet un dur et inutile voyage. Revenu en France, ce garçon, qui est intelligent, vous l'avez constaté, qui pouvait prétendre au plus brillant avenir, se retranche littéralement du monde. Sous quelle influence cette vie a-t-elle ainsi changé d'orientation? Ou, si vous le préférez, s'est-elle désorientée? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que vers sa 24e année, Lutcher est entièrement gagné aux idées révolutionnaires, les plus violentes. Il a fait paraître des articles, d'ailleurs vigoureux, dans l'Antisocial, une feuille qui propage la théorie anarchiste dans sa forme la plus moderne. Mais quelques mois avant l'acte qui l'a conduit ici, on croirait qu'il s'est détaché même de ses doctrines. Il a loué à Arcueil un logement d'ouvrier. Des témoins vous diront qu'il passe le plus clair de son temps dans sa chambre. Il ne lit même plus. Il a perdu tous les siens et on ne lui connaît pas d'amis. Il reçoit seulement quelques visites de femmes, des passantes. Et puis donc le 27 novembre 1930, en pleine rue, à 6h30 du soir, ce solitaire guette une actrice célèbre devant son théâtre et lui tire un coup de revolver à bout portant. La foule se rua sur le meurtrier, Lutcher fut cruellement frappé et sans l'intervention de la police, il aurait probablement péri. Il est d'ailleurs resté à l'hôpital près de 4 mois. La première fois qu'un commissaire de police a pu l'interroger, il murmura « Je n'ai pas de complice, je n'ai pas vu mes camarades de l'Antisocial depuis près d'1 an. » Ce qui semble exact. Voilà. Bien, reprenons l'interrogatoire. Voyons, Lutcher, j'en arrive à une question qui me paraît essentielle pour la clarté de tout ce procès. Vous êtes, quoique partisan de méthodes de violence, un homme très réfléchi. Or résolu à commettre un acte de terrorisme, à qui vous attaquez-vous? À une artiste. À une grande artiste, m'a-t-on dit, parce que je ne vais pas souvent au théâtre. Enfin, à une femme aimée, populaire dans le monde entier. Quel profit pour vos idées pouviez-vous espérer d'un geste aussi absurde qu'odieux? Accusé, je vous pose cette question. Pourquoi est-ce à la vie de Madame Clara Stuart que vous avez attenté? Monsieur le président, qui tuer? Oh, à cet égard, je n'ai vraiment aucun conseil à vous donner. Poursuivez. Je voudrais
messieurs les jurés, exprimer ceci. Nous, antisociaux, nous croyons à la propagande par le fait. Nous devons avant tout prévoir, estimer la publicité promise à nos initiatives. Mais le problème du choix est devenu très délicat. Décidé à braver le sentiment universel en abattant une grande idole, je me suis trouvé par voie d'élimination réduit à la chercher, non plus parmi ceux qui détiennent la puissance, comme c'eût été le cas il y a 20 ans encore, mais bien parmi ceux qui dispensent le plaisir. J'ai vite conçu que la gloire moderne était réservée à 2 catégories de virtuoses, ceux du sport et ceux du cinéma. Je me suis alors tourné vers l'écran, et le 5 novembre 1930, ayant lu les journaux, je me suis rendu à la gare Saint-Lazare et j'ai vu une affluence énorme, les rues embouteillées, le trafic arrêté, et tout ce peuple accouru attendait le train du Havre qui apportait à Paris le prince et la princesse de Chopé venant de Hollywood via New York. La surexcitation était intense, hein. Des enfants faillirait être étouffés dans les remous. Enfin bref, c'est ce jour-là, messieurs les jurés, que j'ai fixé mon choix. C'est tout? Oui, monsieur l'avocat général, c'est tout. Bien, j'ai écouté les explications de l'accusé dans Les sentiments que l'on devine, mais avec une scrupuleuse attention. Je n'ouvrirai pas ici un débat académique sur l'exploitation rationnelle de l'assassinat. Non, je me contenterai d'une simple remarque. Lutcher, si l'on pouvait par je ne sais quelle opération mécanique saisir vos propos, vos sarcasmes, pour les presser et les tordre, il n'en tomberait pas une seule goutte de ce qu'un immortel dramaturge a appelé, si poétiquement et si justement à la fois, le lait de la tendresse humaine. Accusé, sous la glace de vos discours, j'ai touché la glace de votre cœur. Vous regrettez, c'est visible, d'avoir malgré vous laissé la vie à Clara Stuart, à votre innocente victime. Car votre égoïsme et votre férocité n'accordent même pas à cette société qui fut votre bienfaitrice et que vous exécrez le bénéfice des circonstances atténuantes. Messieurs les jurés l'auront senti comme moi. Et à l'heure de délibération, ils sauront s'en souvenir. Je répondrai à l'apostrophe un peu prématurée, semble-t-il, de monsieur l'avocat général au cours de ma plaidoirie. Pour l'heure, qu'il me soit simplement permis de lui demander en toute modération s'il estime que la moindre portion de ce lait de tendresse humaine, monsieur l'avocat général, j'ose me servir à mon tour de cette image géniale que le géant Shakespeare n'a point inventée que l'on sache pour les seules commodités du ministère public. Si monsieur l'avocat général, dis-je, estime que la petite portion de ce lait fameux, une portion même coupée d'eau, beaucoup d'eau, et jamais imbibé les cœurs si nobles de ces courageux individus qui ont assailli Philippe Lutcher devant le royal et qui, pardon, mais qui se sont jetés sur lui dans l'avenue de Wagram avec une barbarie et une lâcheté sans pareille, et Voulez-vous et qui, se mettant sans contraint, l'ont piétiné, lui ont rompu les 2 clavicules et brisé les côtes. Mais quel rapport, Enfin, pour tout dire, de ces criminels anonymes qui, eux, n'ont même pas l'excuse de l'audace et du risque, et pour lesquels monsieur l'avocat général, je le constate et je le regrette profondément, pour lui, n'aura pas jusqu'ici du moins trouvé une parole de condamnation. Que dis-je? De simple sévérité. Je répliquerai avec la même modération que le défenseur, bon, je vous en prie, hein, l'incitant est clos. Nous allons procéder à l'audition des témoins.
Huissier, introduisez le premier témoin. Votre nom, vos prénoms. Dumont, Louise, Jeanne. Votre âge. 21 ans. Domicile. 65 rue de l'Avenir, à Arcueil. Profession. Coiffeuse. Messieurs les jurés, Louise Dumont ne peut pas prêter serment. Elle est entendue en vertu de mon pouvoir discrétionnaire à la suite d'un rapport de police parvenu au parquet, il y a quelques jours de cela. Ce rapport établit que Louise Dumont a passé chez l'accusé une partie de la journée précédant celle du crime. Témoin, voulez-vous vous tourner vers messieurs les jurés et leur dire ce que vous savez de l'accusé? La meilleure méthode sera sans doute que je vous pose d'abord quelques questions. Voyons. Oui, les renseignements fournis sur vous sont plutôt favorables. Vous travaillez régulièrement. Vous êtes bien noté par vos patrons. Ah, mais vous ne menez pas toujours une vie des plus sérieuses, Je ne sais pas. Il faut que jeunesse se passe. Cet adage est indiscutable, mais bon, vous en tirez des conclusions peut-être excessives. Enfin, cela vous regarde. Bien, comment avez-vous fait connaissance de l'accusé? Je l'ai rencontré. Bien entendu. Mais où? Dans la rue. Ah bon? Il vous a abordé? Non, c'est moi. Vous accostez donc les hommes? Celui-là, oui. Je lui ai demandé où était la rue de l'Avenir et il m'a salué et il m'a expliqué où était la rue. Alors j'ai ri et je lui ai dit que c'était là que j'habitais. Vous vouliez l'inviter chez vous? Oh non, non, c'est moche chez moi. Non, je lui ai dit qu'on pourrait se revoir et nous avons pris rendez-vous pour le surlendemain, samedi, chez lui. Mademoiselle Dumont, je ne veux rien vous infliger de désagréable. Et naturellement, nous laisserons de côté tout ce qui serait de nature à vous gêner. Mais il est nécessaire que nous sachions ce que vous avez pu apprendre sur Lutcher pendant les heures passées chez lui. Il habitait un logement des plus modestes. Oui, monsieur, une petite chambre, mais astiquée, propre. Ah oui, de ma vie, j'ai jamais rien vu d'aussi propre. Il y avait des livres de musique en masse, des vrais, pas des valses. Et puis il m'a dit qu'il avait vendu son piano parce que la musique, c'était encore plus bête que tout le reste. Mais moi, j'y crois qu'il se moquait de moi. D'ailleurs, il a un de ses airs à vous mettre en boîte tout le temps, c'est... Vous a-t-il dit quoi que ce soit qui pût vous faire prévoir ses intentions? Le drame du lendemain? Rien. Mais malgré tout, cela ne m'a pas trop surprise. Pourquoi? Je ne sais pas. Il avait l'air si triste. Il riait tout le temps, mais... Enfin... Non, non. Ce qui m'a étonnée... Enfin... Qu'est-ce qui vous a étonné? Enfin, ce n'est qu'une réflexion, n'est-ce pas? Bien, c'est l'idée qu'il a eue de s'embusquer avenue de Wagram. Oui, enfin, je veux dire, au lieu de faire un vrai attentat, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait sauter une grande machine pleine de monde? Oh, mais témoin, voilà un langage pour le moins surprenant. Oh non, monsieur, non, je vous explique seulement ce que j'ai pensé, enfin, je me mets à sa place. Parce que moi, la politique, vous savez, c'est... Lutcher vous a-t-il parlé de sa famille? Non, pas du tout. Ni de ses amis? Ou de ses relations? Non, il ne m'a parlé de personne. Du reste, il n'est pas très bavard. Je vous rappelle que vous êtes resté avec l'accusé pendant une journée entière. Il paraît improbable que vous l'ayez passé en silence. Non, il disait des blagues et il
fumait, ah oui, cigarette sur cigarette sur cigarette, en regardant par la fenêtre. Ah oui, c'est ça, voilà, il m'a dit que c'était très beau ce qu'on voyait sous la pluie. Enfin, moi je trouvais pas, mais... Enfin, il est pas du tout comme les autres. Ah non, pas du tout, même. C'est... À quelle heure vous êtes-vous quittés? 11h30, minuit. Vous ne deviez pas vous revoir. Si, monsieur. Seulement, il ne savait pas encore quel jour. Quand avez-vous appris le crime? Oh, le lundi. Ouais. Ça m'a fait un chagrin. Y a-t-il des questions à poser aux témoins? Maître Balban? Un seul mot. Vous dites, mademoiselle, que l'accusé vous a paru un homme très malheureux. Malheureux? Pas du tout. Enfin, je cite vos propres paroles. Vous avez dit, sauf erreur, qu'il était très triste. Ah, oui, triste, mais pas malheureux. Soit. Et cette tristesse ne s'est-elle traduite par aucune plainte? Non. Pas de commentaires sur sa jeunesse, sur son éducation? Oh, non. Ah, si, ça n'a pas de rapport, mais... Ouais, pendant que nous regardions la pluie, il m'a dit... Comment a-t-il dit ça déjà? Il m'a dit... Ah oui, c'est ça. J'aurais vécu sans amour. Mais bon, c'était encore un de ces boniments... Vous croyez? Je vous remercie, mademoiselle. Accusé? Mademoiselle Dumont a bien tort de croire que j'ai pu un instant songer à me moquer d'elle. Tant mieux. Bien, vous pouvez vous retirer, mademoiselle. Qu'on introduise le témoin suivant. Votre nom, vos prénoms, Claire, Pauline de Comtal de Chopé. Votre âge, 26 ans. votre domicile, 34, avenue de Madrid à Neuilly. Et en attendant d'être installée, je suis au Ritz. votre profession, actrice. Je suis connue à la scène sous le nom de Clara Stuart. Bien, vous n'êtes ni parente ni alliée de l'accusé, vous ne connaissiez pas l'accusé avant les faits qui lui sont reprochés, vous n'êtes pas à son service et il n'est pas au vôtre. Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité. Levez la main et dites « Je le jure ». Je le jure. Madame, veuillez, je vous prie, vous tourner vers messieurs les jurés et leur dire dans quelles conditions vous avez été victime de la tentative d'homicide qui motive ce procès. Messieurs les jurés, tout d'abord, je viens ici remplir un devoir. Si je n'avais pas peur des grands mots, je dirais même un devoir sacré. Seulement, je vais m'y prendre très mal, car malgré mon habitude de paraître en public, je suis restée horriblement timide. Mais vous serez bon, n'est-ce pas? Vous serez indulgents pour moi. Messieurs les jurés, merci. D'avance, merci. Messieurs les jurés, lorsque je suis montée dans ma voiture, ce malheureux jour, parmi tous les visages qui se pressaient à la fenêtre, je n'ai distingué qu'un visage. Mais il était si pâle et si désespéré que j'en étais émue jusqu'au fond du cœur. Je voyais les lèvres de cet homme trembler, ses yeux brûlants se fixaient sur les miens, comme s'il voulait que je lui vienne en aide, que je le défende contre quelque chose de mystérieux. Quoi? Ah, que n'ai-je eu en geste à ce moment-là? Une inspiration. Il m'arrive souvent, c'est très enfantin de vous raconter cela, mais
Il m'arrive souvent d'envoyer des baisers à tous ces chers petits qui m'attendent à la sortie du théâtre. Ou bien je leur jette des fleurs et ils se battent pour les attraper. Dire qu'une rose, une de ces roses dont j'avais plein les bras, aurait peut-être tout empêché, aurait peut-être sauvé un homme de lui-même. Oh là là, accusé, je veuille écarter le silence. Bien, monsieur le président, je m'efforcerai de réprimer mon hilarité. Je ne suis pas vexée de faire rire monsieur Lutcher. Je m'y attendais. J'ai vu son attitude chez le juge d'instruction, mais qu'il rit tant qu'il voudra. J'ai découvert ce que signifiait ce regard. Ce regard qui m'avait tant bouleversée. Philippe Lutcher, monsieur Lutcher, soutenait une terrible lutte intérieure. Il était là pour remplir une mission qu'il s'était donnée. Il était déchiré entre sa volonté et ses instincts, qui ne sont pas ceux d'un homme cruel. Je suis sûre que non, et il faut me croire. Il faut croire ceux qui ont vu la mort de près. Et je peux dire que je suis du nombre. Il s'en est fallu de 2 centimètres. Messieurs les jurés, je vous parle avec toute mon âme. Je vous jure que Philippe Lutcher a payé sa dette. Il a été effroyablement frappé, brutalisé. Et si vous le punissiez davantage, c'est moi qui aurais des remords. Oui, moi comme une coupable. Vous avez des visages si gentils, messieurs les jurés. Vous ne voulez pas que j'aie de la peine jusqu'au restant de mes jours. Je me suis solennellement promis de vous demander un acte de justice et de bonté. C'est la même chose. Et cet acte, c'est l'acquittement de monsieur Lutcher. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle raconte? T'es con? Taisons-nous, surtout. Les paroles de Madame Stuart, qui n'ont bien entendu que la valeur d'une opinion personnelle, et dont la forme était peut-être un peu inattendue, n'en sont pas moins un peu dictées par un sentiment cordial, humain. Et je comprends mal que l'accusé les ait accueillis par des sarcasmes. J'en suis confus moi-même. J'avais cru d'abord à une intention plaisante, mais j'ai vite été conquis par l'éloquence de Mademoiselle Stuart, par ses inflexions. Mademoiselle Stuart, si elle n'a pas d'autre engagement en vue, devrait faire tout son possible pour entrer au théâtre de l'Odéon. Oh, nom de la défense! Je tiens à remercier Mademoiselle Clara Stuart pour ses déclarations émouvantes. Je n'avais pas attendu qu'elle fût présente pour saluer en elle la grande artiste. Mais qu'il me soit maintenant permis de m'incliner devant la femme et de lui dire en toute simplicité: je vous ai méconnue, madame. Vous avez un cœur bien en place. Oh, monsieur, je ne sais pas mentir, voilà tout. Madame, je vous prierai maintenant d'en arriver au fait de la cause. Je ne comprends pas, monsieur le président. Ou, si vous le préférez, madame, de mettre fin à ces déclarations préliminaires et d'aborder votre rôle de témoin. Mon rôle de témoin. Ah oui, d'apprendre à messieurs les jurés que le 27 novembre 1930, j'ai reçu un coup de revolver. Madame, je ne vous demande pas d'entrer dans des précisions superflues, mais non, monsieur le président. Vous me demandez de déposer comme un chauffeur à qui on aurait dressé une contravention. Madame, j'ai été blessé, monsieur le président. J'ai failli être tué. Nous le savons, madame. Et si vous avez été l'objet de la compassion universelle. Je n'ai besoin de la compassion de personne. Mais après les épreuves que j'ai subies, j'ai peut-être le droit de venir à la cour d'assises pour y apporter la vérité. C'est moi seul, madame, qui dirige les débats.
témoin est justifié à exprimer sa pensée tout entière. C'est bien celui qui se trouve à la barre en ce moment. Maître, je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous plaidez pour l'accusé et non pas pour la personne sur laquelle il a tiré. Madame, je vous invite à déposer sur les faits en cause. Vous m'invitez, monsieur le président. Enfin, non, vous m'en donnez l'ordre. Ah si, c'est tout de même un peu fort. Jamais on ne m'a traité de cette façon-là. Ah non, dans aucun pays du monde. Vous êtes, madame, traitée avec courtoisie. Bien. Y a-t-il des questions à poser aux témoins? Messieurs les jurés? Monsieur l'avocat général? Je remarquerai simplement que Madame Stuart a fait à l'instruction une déposition toute différente de celle d'aujourd'hui. Fort sévère pour l'accusé, sinon accablante. Or, à cette époque, la victime était depuis longtemps rétablie. Ces méditations de la maison de santé ont donc porté leurs fruits bien tardivement. Non, pas du tout. Non, c'est à la maison de santé que j'ai commencé à me rendre compte de... dans mon milieu, on était très montés contre Monsieur Lutcher et... Oui, bon, j'ai peut-être manqué un peu de courage, mais à partir de la confrontation, dès que j'ai vu, dès que j'ai senti, que c'était pour ces idées que... tout de même, vous n'allez pas me mettre en prison parce que j'ai dit ce que je pensais. Nul n'y songe, madame. Messieurs les jurés apprécieront. Pas d'autres questions? Maître? Accusé? Je m'associe entièrement aux observations de monsieur le président et de monsieur l'avocat général. Le ministère public n'a aucun besoin de votre approbation, accusé. Je n'ai pas dit qu'il en eût besoin. J'exprime ici mon sentiment, et non le vôtre. Forcé de comparaître devant vous, je me prête de bonne grâce aux formalités de la cour d'assises. Cependant, il va sans dire que je regarde l'appareil de ce procès, non pas comme une parodie de justice, non, parce que l'idée de justice ne répond exactement à rien pour moi. Mais je vois ce procès comme un vain simulacre. Mais si j'accepte d'être un personnage de comédie, je me refuse à la farce. Je ne suis pas à l'abri du dégoût. Je refuse la pitié de mademoiselle Stuart. Et si ce n'est pas votre pitié, votre indulgence ou votre philanthropie, votre fraternité, que sais-je, et que les 12 citoyens qui sont devant moi et qui ont quitté des occupations sérieuses pour venir ici apprécier mon action me condamnent à mort, m'envoient au bagne ou en prison, ils n'entendront pas de mes lèvres un seul mot de colère. Vous avez l'occasion de vous venger? Saisissez-la. Il est une seule chose, messieurs les jurés, qu'au nom de mes courtes relations, je vous demande de m'épargner. C'est l'avilissement. Ne faites pas dépendre mon sort du numéro inédit qu'une Clara Stuart vient d'interpréter devant vous, avec l'intention de le promener autour du monde. Traitez-moi en ennemi, et dans votre intérêt comme dans le mien, ne rendez pas un verdict de clémence, de music-hall et de films parlants. Mais c'est pas possible. Vous rendez compte, ce procès. Encore une fois, silence. J'avertis le public que la patience de la cour est à bout. Accusé, je vous invite à ménager le témoin, si vous voulez que je vous laisse la parole. Je ne vous permettrai pas de vous prendre à partie la femme que vous avez essayé de tuer. Bornez-vous aux soins de votre défense. Mais c'est ce que je fais. Je me défends contre une dérision, contre un outrage. Lutcher, votre attitude me surprend.
J'ai suivi votre discussion. Jusqu'à l'entrée du témoin, elle ne manquait pas dans le paradoxe même d'une certaine logique. Je n'en dirai pas autant de cette révolte. Pour un homme professant vos théories, l'indignation que vous montrez est absurde. Quelle différence faites-vous donc entre Madame Clara Stuart et votre avocat, messieurs les jurés et moi-même? Nous ressortissons, les uns et les autres, un ordre organisé que vous voulez détruire. Alors à quoi rime cette grande colère? Je ne suis pas en colère, non? Eh bien, c'est bien imité. Oh, votre langage lui-même a changé. Avilissement, outrage. Oh, pour un antisocial, voilà un vocabulaire diablement social. Il se produit dans votre esprit, monsieur le président, une confusion étonnante. Pour un magistrat qui se donne pour un psychologue. Un antisocial, comme vous dites. Non, Luthier, c'est vous qui vous êtes servi de ce terme. Je suis prêt à vous appeler un criminel, sans plus. À votre aise. Eh bien, le criminel que je suis n'est pas privé de toute réaction. D'ailleurs, monsieur le président, je ne sais pas d'où est né ce différend entre nous. Vous étiez comme moi d'avis qu'il fallait mettre fin à cette scène burlesque, interdire à cette star de présenter ici son dernier match. Pour ma part, j'aurais été volontiers le meurtrier de Mademoiselle Stuart, mais je n'entends pas devenir son acquitté. Oui, parfaitement, Mademoiselle Stuart. C'est ça que vous visez, le bien pour le mal. Je suis l'homme qui a voulu vous tuer et je suis sauvé par vous. Ha! Sauvé de la prison et qui sait de la guillotine. Excellente réclame. Ha! Eh bien non, ou plutôt, car je n'y peux rien. Tant pis pour vous, messieurs les jurés, et pour tout ce que vous prétendez représenter. Si je reçois mon pardon des mains de cette fille enrichie, de cette princesse de la galanterie et de l'écran, de cette parfaite profiteuse de la bêtise humaine, je vous donne ma parole qu'à la prochaine interruption, la salle sera évacuée. Accusé, cette attitude envers votre victime ne peut que révolter tous ceux qui vous entendent. Tant pis pour vous. Madame, vous n'aviez, je crois, plus rien à nous dire. Et nous allons... Si, j'ai quelque chose à dire. Il a raison. Messieurs les jurés, il a raison. Oh, madame, vous n'allez pas... Faites-moi empoigner par les gendarmes si vous ne voulez pas que je parle. Mais il a raison. Ma déposition a été grotesque. Oui, parce que tout ce que je vous ai dit, ou plutôt ce que j'avais appris par cœur, parce que je l'avais même répété devant une glace. Messieurs les jurés, écoutez-moi. C'est un pauvre petit. Vous voyez bien, il veut se perdre à tout prix. Mais ce n'est pas un criminel. Il n'est même pas méchant, c'est à lui qu'il fait du mal. Messieurs les jurés, témoins, je vous retire la parole. Messieurs les jurés, quand on vous demandera s'il est coupable, répondez non. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Au lieu de dire oui, répondez non. C'est si facile à dire non, et cela me fera plaisir. Oh oui, un plaisir. Témoin, je vous prie de quitter la barre. Le témoin suivant, ne l'envoyez pas aux travaux forcés, avec des bandits. Non, ce serait affreux. Tenez, laissez-le moi. Messieurs les jurés, donnez-le-moi. Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Cette fois, c'est fini. Garde, faites évacuer la salle. L'audience est suspendue. Emmenez l'accusé. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Et ça, c'est toi. Comment? Mais Neuilly, tu sais, chez moi. Tu ne te souviens pas? Je suis venue te chercher à la prison de Melun. C'est épatant tout de même, la prison préventive. Vous trouvez? Enfin, je veux dire, ça t'a tout de même fait gagner 4 mois. Oui, si on peut dire. Tu en as eu de la chance, toi, de n'attraper que 2 ans. Auras-tu fait ton possible pour qu'il t'envoie aux travaux forcés? Oui,
Enfin, c'est peut-être cela qui m'a valu l'indulgence de ces messieurs. Mon obstination. Et vous, bien entendu. Tu as dormi si bien. J'ai dormi devant vous? Mais quelle horreur! Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est cette liberté, enfin, cette mise en liberté. Mais tu vas dormir avec moi, tout à l'heure. Non? Il n'y a qu'un prisonnier qui soit excusable de ne pas dormir solitairement. Mais c'est si bon de dormir ensemble. Bon, tant pis. Tout m'est égal, je suis trop contente. Contente de peu. Je vous l'avais dit que l'hôpital et la maison centrale ne préparaient pas très bien aux étreintes. Vous me faites peur. Personne ne m'a fait peur comme vous. Mais non, enfin, imbécile, pas quand tu as... Non, enfin... Mais quand? Eh bien, surtout quand tu ne dis rien. Ah, oui. Mais silence. Tout à l'heure, tiens, en revenant de la prison pour venir chez moi, tu ne disais pas un mot dans cette voiture. Il faisait sombre et je te voyais à peine et c'était impressionnant. Ah, cet imbécile de maître d'hôtel a dû laisser la communication. Oui, allô? Oui, c'est moi. Mais quelle idée de téléphoner à cette heure-ci? Oui, j'étais à la campagne. Oh, Geoffroy! Non, il n'en est pas question. Non, je ne vous recevrai pas. Mais je n'y peux rien. Je vous ai dit ce que je désirais. Non, ni demain, Geoffroy. Tout ceci est désagréable. Oh, et c'est inutile. Oui, je le regretterai beaucoup. C'est cela. Bonsoir, Geoffroy. Voilà qui aura été très réconfortant. Puisque nous divorçons. En avril, il m'a déjà relancé à Londres. J'ai refusé de le voir. Après, il m'avait laissé tranquille. Et depuis quelques jours, ce sont des lettres, des coups de téléphone. Oh là là, c'est curieux. Comme tu es belle. Ce n'est rien du tout, mais c'est à toi. Oui. Étrange. Moi qui n'ai jamais eu la moindre chose. Dis, ça ne t'amuserait pas de tourner un film? Nous deux? Un autre? Comment un autre? Ah, non, oui, non, enfin, le même. Enfin, notre histoire. Du déjà vu. Mais on me l'a proposé, figure-toi. Il y a 2 grandes compagnies qui sont prêtes à s'associer pour nous avoir. Mais c'est que je demanderais cher. Mais je l'espère bien. Tu vaux n'importe quoi. Je suis une star. Et comment? C'est un film formidable, inouï. Oui, le vrai scénario serait peut-être plus curieux. Le vrai scénario. Le vrai crime, enfin le vrai film, enfin ce que les lecteurs de journaux ne connaissent pas. Mais qu'est-ce que c'est? La première fois que j'ai essayé de vous tuer, vous étiez immanquable. L'idée de vider des projectiles dans ce manteau rouge qui recouvrait une vie humaine me causait une intense horreur. Mais ma volonté ne fléchissait pas et mon sang-froid demeurait absolu. Mon cœur seulement me gênait. Il battait à coups si fort que j'avais peur que vous ne l'entendiez. Je venais de placer doucement mon doigt sur la gâchette. J'appuyais déjà quand il est arrivé ceci. Tu as tourné la tête. Et au passage, tes yeux ont rencontré une forme humaine, la mienne, et tu as souri. Enfin, à peine, hein, une seconde, sans me voir, je pense. Mais moi, j'ai vu. J'ai vu des paysages que je ne connaissais pas. D'autres cieux. J'ai reçu une pluie magnétique, une douche lumineuse. Et l'arme est retombée au fond de ma poche. Et c'était fini. Ton mari, à la cour d'assises, a parlé de ton sourire. Et à l'instant même, j'ai su combien il t'aimait. Mais toi, par le dernier tramway, j'ai regagné Arcueil, je souffrais. J'ai beaucoup souffert pendant cette semaine-là. Oh, chérie, l'homme d'action avait failli. Il avait eu peur de tuer. Peut-être peur de mourir aussi.
Et je remarquais ma honte. J'ai même pleuré plusieurs fois. Et le dimanche suivant, j'avais nettoyé ma chambre. Je fumais, j'étais étendu sur mon lit. Et d'un journal qui traînait par terre, une grosse annonce de théâtre a jailli. Royal. Clara Stuart. Aujourd'hui, dernière matinée. Et dans le même éclair, le désir s'est fermé en moi de revoir cette créature, qui avait été plus près de la mort qu'une agonisante. Cette femme qui jamais ne soupçonnait qu'elle me devait d'exister encore. Alors pourquoi, l'après-midi, au moment du départ, ayant déjà refermé la porte de ma chambre, l'ai-je rouverte? Ai-je pris mon revolver? Cela, vraiment, je ne me l'expliquerai jamais. Dans mon esprit, j'avais renoncé définitivement à la violence. Et pourtant, un marchand de billets devant le Royal m'a vendu très cher une place au 8e rang. Après l'entracte, ce fut à vous. Vous avez accueilli avec noblesse de longues acclamations, et vous avez beaucoup salué, beaucoup chanté, beaucoup montré vos dents. Rien ne dirait ma déception. C'est vrai? Oui, j'en ai ricané tout haut. Je me levais pour partir quand la salle a crié « Le bonheur! Le bonheur !» Et ce mot, cet appel, sorti de toutes ces figures stupides portées par ces voix discordantes, avait quelque chose de si cocasse et de si pitoyable que je suis resté et que je me suis perdu. Toutes les lumières se sont éteintes et sur la scène, dans cette nuit de théâtre, a commencé de vibrer une petite blancheur. Et ton sourire est revenu. Tu as chanté. Tu as chanté le bonheur. La chanson était basse et pressante. Le rayon d'un projecteur touchait ton visage, l'enveloppait d'un hâle qui changeait de nuance avec les couplets. Tout cela puait le truc et la vulgarité. Et pourtant, adieu, quel trouble, je subissais entièrement cette incantation. Tout devenait étrange. Je me sentais, je ne sais pas, droguée, oui, droguée. Et je me livrais entièrement à cette fièvre. Et tout à coup, ça a été atroce. Quelque chose m'a transpercé. Tout à coup, j'ai compris. Enfin, j'ai su. J'ai su que j'étais le plus crétin de tous les crétins parqués dans ce music-hall. J'ai su que je te voulais toi. Toi, Clara Stuart. Que je voulais toutes les promesses de l'absurde chanson, ta tendresse et ta beauté. Qu'à mon fauteuil d'orchestre, je mourais de nostalgie, de désir et d'amour, et j'ai eu horreur de moi. J'ai passé ma main sur la vision, sur le sourire, et j'ai dit « J'effacerai du monde cette image. Je n'ai pas voulu te guetter sur l'escalier, où 8 jours plus tôt j'avais faibli. J'ai poussé, je me suis glissé, et je suis parvenu juste à côté de ta voiture. Je t'ai attendu, longtemps, puis tu es monté dans la voiture, très souplement, très vite. J'ai prié pourvu qu'elle ne sourie pas, et tu n'as pas souri. Au contraire, à ma vue, ton visage s'est contracté. Je sais, j'ai vu tes yeux. Je l'ai dit après que ça avait été ma dernière pensée avant le coup de feu. Alors j'ai tiré. Ainsi, c'est toi qui m'as aimé le premier. Oui et non. Assassinat par transfert. Mon entraînement au meurtre, ma foi de révolutionnaire, je les ai transférés à mon compte passion. C'est extraordinaire tout de même. Le crime a été prémédité par un anarchiste et exécuté par un spectateur. J'ai si peur que tu ne te sauves. Que je me sauve? Mais je ne suis plus en prison. Non, mais tu connais Oscar Wilde? Oscar qui? Wilde. Il a été en prison, même aux travaux forcés. Et pendant qu'il était enfermé, il a écrit une ballade. Une ballade? Enfin, des vers, quoi. Yet each man kills... Ah, c'est de l'anglais. Oui. Yet each man kills the thing he loves. Et chaque homme tue ce qu'il aime. The coward does it with a kiss. Le lâche le fait avec un baiser. Pourquoi?
The brave man with a sword. L'homme brave avec une épée, enfin, avec une arme. Ah oui, comme toi. Tu as voulu me tuer avec une arme, que tu es brave, hein? Et c'est peut-être bien moi la lâche. Tu vas un petit peu fort, hein, petit misérable. Mes baisers ne t'ont pas encore tué, hein? Dis. J'ai envie de partir. Comment? Il y a dans mon cœur non pas un infini désir, mais un infini soupir. Je soupire après ce que je vais quitter à jamais. Je n'ai pas peur de perdre ce que j'aime, contrairement à votre époux. C'est même l'inverse. Les choses chères s'en sont allées de moi, toujours, et quand elles ne se défaisaient pas assez vite, je les arrachais avec les mains. Moi, je joue pour perdre. Ou plutôt, je joue à qui perd gagne. Enfin, c'est la perte qui me comble. Elle avait raison, ta poésie anglaise sur le baiser. Seulement toi, tu es les deux hommes. Tu es l'homme brave et le lâche. Tu as voulu me tuer avec un revolver et maintenant tu vas me faire ce grand mal qui ne guérira pas. Lui, hein, ce fameux mal que tu essaies... Mais si, il guérira, mais Jamais! Tu es très intelligent, tu parles très bien, mais tu ne sais pas tout. Tout de même, tu ne sais pas ce que je suis. Je t'ai dit que je n'avais jamais été amoureuse d'un homme. C'est la vérité. Je me croyais beaucoup plus forte que l'amour. S'il te plaît, reste avec moi. Tu seras très heureux. Allez, veux-tu parier que tu seras très heureux avec moi? Mais non. Mais je peux être gentille. Je peux être si gentille. Mais oui, je sais, mais Et je te rendrai le plus heureux des hommes. Mais comment ferais-tu? Mais tu ne me connais pas. Il ne peut rien me donner. Mais tu verras. Rien. Je suis incapable de recevoir le bonheur. Mais Philippe, laisse-moi venir avec toi. Oui, laisse-moi. Allez, je te suivrai, quelle que soit ta vie. Mais Clara, Mais oui, tu peux me croire. Je suis prête à te suivre, à tout sacrifier. Tout sacrifier, n'importe quoi. Quel horrible mot, enfin. Mais tu ne veux pas de moi? Si c'est par orgueil, c'est bête. Oui, c'est bête. C'est bête parce que tu m'aimes. Tu le sais. Bien, je n'insiste pas. C'est bien. Tu vas partir. Comme ça, dans la nuit. C'est beaucoup mieux. Le petit jour est plein de poison. Tu n'es pas gentil. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? As-tu idée? Tu tourneras. Oui. Mais je ne pourrai pas t'écrire. Mais je te verrai. Tu me verras? Oui. Ah oui, à l'écran, merci. Mais je te donnerai rendez-vous dans les cinémas. Quoi de plus sûr? C'est horrible. Horrible. Mais non. Clara, chérie. Parfois, si tu y penses, en posant au premier plan, tu me regarderas. Tiens, précisément avec ces yeux-là. Et un soir, quelque part dans le monde, à Arcueil ou à Copenhague ou à Sumatra, dans une de toutes les salles où tu es en même temps, à une des places dans ces rangées, je recevrai ton regard. À ton épaule droite se verra la marque du crime. Les producteurs l'auront exigé par contrat. Le public expliquera le coup. Il dira dans toutes les langues « cicatrice, blessure, anarchiste ». Et mon cœur sera plein de toi. Et tu ne veux pas que je pleure? Mais non, sois bonne. Tu me laisses un souvenir si fin et si touchant. Embrassons-nous, comme ceux qui s'aiment beaucoup. Philippe. Philippe, veux-tu me dire une parole? Une parole que tu n'aies jamais dite. Jamais? Non, jamais. Dieu te bénisse.